Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu ce matin, comme chaque mercredi matin, dans notre studio. Nous allons parler économie. Nous allons rentrer un peu plus dans les détails que nous l'avons fait, en tout cas avec la professeure Élise Brézis tout à l'heure, parce qu'effectivement, il faut absolument rentrer dans les détails. Alors, je voudrais qu'on commence par une polémique dont on a parlé, une polémique, on va dire, politico-économique, puisqu'il est question du budget de l'État. Le budget de l'État, cela peut paraître un peu stupéfiant, on est à la fin du mois de juin, le budget de l'État pour 2020 n'a pas encore été voté par le gouvernement ou par la coalition gouvernementale. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que Benyamin Netanyahou va valider un budget pour les 6 derniers mois qui restent de l'année 2020, ou bien s'il va élargir, comme il a eu l'habitude de le faire depuis 2009, depuis qu'il est devenu Premier ministre, un budget biennal pour les 2 ans, c'est-à-dire 2020 et 2021. Expliquez-nous les tenants et les aboutissants de cette question. Oui, comme d'habitude, d'abord, vous avez bien cadré le sujet. Il faut revenir à l'accord de coalition aussi qui a eu lieu quand le gouvernement était formé, et il y avait marqué là-bas qu'il y aura un budget pour 2 ans. Qui sera comme vous avez dit que Netanyahou a fait les dernières années. Quelle était l'idée pour ceux qui ont signé cet accord? C'était de dire Israël a besoin d'une stabilité économique et politique, et on voudrait voir 1 an, 2 ans donner un budget. S'il faut faire des rectifications, on le fera. Mais pouvoir donner ce que l'économie a besoin, ce que les agents économiques ont besoin, c'est-à-dire une vue à plus long terme et un budget de 2 ans. Donc, dans la conjoncture actuelle, en particulier, Benyamin Netanyahou devrait être intéressé à faire un budget d'1 an et demi au moins. Voilà. Maintenant, on savait qu'il y avait la crise du corona. C'était ce gouvernement, d'ailleurs, une des raisons qu'il a été fait, c'est pour pouvoir lutter contre les effets pervers économiques de la problème du corona. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui conseillent l'économie en Israël, c'est-à-dire le ministère des Finances, la Banque d'Israël, et on dit à Netanyahou que du point de vue économique, effectivement, c'est très difficile maintenant, à cause du problème du corona, de faire des prévisions à long terme. Lorsque vous faites un budget, il faut que les gens y comprennent, on donne des cadres, on dit combien sera le déficit, combien sera la croissance, et ils disent, nous, on ne peut pas piloter à plus que quelques mois, puisqu'on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague de corona, etc. Maintenant, ces choses-là se savaient de toute façon au moment où ils ont fait l'accord de coalition. Maintenant, ce que je voudrais dire, parce que vous avez parlé de politico-économique, 2 choses très importantes. Premièrement, les gens me demandent souvent, mais qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait un budget ou pas? Puisque ça fait déjà presque 2 ans qu'on est sans budget et l'économie israélienne, tiens, pas tout n'a craqué. Oui, mais je vous donne un exemple. Hier, 900 professeurs des écoles mamlachti dati, c'est-à-dire religieux de l'État, pas les orthodoxes, ont reçu une lettre comme quoi ils sont renvoyés. Ah oui. Parce que, comme il n'y a pas eu de budget, il y a souvent des accords pour pouvoir, tout ce qui est ça, et ça, c'est le résultat qu'il n'y a pas de budget. C'est un résultat pour les 900 personnes, et bien sûr pour toutes ces écoles-là. Donc, c'est important qu'il y ait un budget aussi. Donc, ça, c'est une chose très importante à dire. Et donc, ce que je veux dire aussi, point de vue économique, la dernière chose très importante, lorsqu'il y avait eu des budgets, comme vous avez dit, il y a 2 ans, les dernières années, quelles étaient les différences de pourcentage lorsqu'on a dû perdre pendant la période, puisque c'était une période agitée. Vous savez, on peut dire maintenant les cycles économiques se rétrécissent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les différences entre les budgets qu'il fallait faire n'étaient que de 10%. C'est-à-dire que vous fassiez un budget annuel ou biannuel, les différences ne sont pas très importantes du point de vue des grosses sommes, parce que dans un budget, il y a énormément de choses qui sont de toute façon des salaires des fonctionnaires et autres qui sont de toute façon là. Il y a une dette à payer. Et donc, les différences entre un budget de maintenant qui serait fait pour là jusqu'à la fin et un budget 2021, même s'il y a des rectifications à faire, ce n'est pas très important. Il y a des études qui ont été faites chez Villard de la prise financière de 10%. Donc, ce n'est pas du tout, à mon avis, une question plutôt économique, mais plutôt politique, comme vous l'avez souligné. Et c'est un problème, je pense. Ça permet, il faut l'expliquer à nos auditeurs, ça permet à Benyamin Netanyahou d'avoir une sorte de levier de pression en 2021 pour, s'il n'est plus content et s'il voit que le gouvernement
va vers une sorte d'impasse, c'est bien de pouvoir faire voler en éclats le gouvernement. Il suffirait que le Likoud ne vote pas le budget de l'État pour faire chuter le gouvernement, puisque un rejet du budget de l'État, bien d'après la loi, provoque automatiquement la dissolution de la Knesset. Très bien, moi je vois même beaucoup plus près. Je ne sais même pas, parce qu'il y a cette instabilité. Il y a la loi, pour l'instant, elle dit la loi actuelle dit si en août, il n'y a pas de budget voté par la Knesset. Oui. Vous vous rendez compte? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas encore commencé du tout, je crois que vous l'avez dit dans votre introduction, de parler du budget. C'est-à-dire, on parle si c'est 1 ou 2 ans, mais les gens du ministère des Finances et les hauts fonctionnaires qui doivent d'habitude donner leurs premières impressions et leurs premiers calculs, et sur ça se fera le budget, n'ont pas commencé à faire leur travail. Et ça, l'économie le voit, et c'est un problème de stabilité pour Israël. Alors, le deuxième dossier dont je voudrais que nous parlions, il se rapporte au taux des douanes, alors cette fois sur le ciment. Alors, on nous a expliqué pourquoi c'est important. Pour l'instant, il y a des taux, il est question de les relever, de les augmenter, et pourquoi c'est important de ne pas le faire? Oui. Alors, comme vous dites, c'est une discussion politico-économique. Là aussi. Ouais. Qu'il y a eu entre Amir Peretz, qui est social-démocrate, socialiste, qui est ministère d'économie, et Israël Katz, qui est du Likoud, qui est ministère des Finances. Et Amir Peretz a dit il faut protéger l'industrie du ciment local. Notamment, il y a une entreprise qui s'appelle Necher qui fait 50% du ciment en Israël. C'est très important qu'Israël, d'après lui, ait une industrie locale, et donc il veut lutter contre le dumping, contre le fait que la Grèce et la Turquie, donc pas obligatoirement des pays qui sont toujours amis, je parle de la Turquie, nous inondent de ciment, parce qu'il dit si tout d'un coup il n'y a pas de ciment, alors ça sera un problème pour Israël. Et pourquoi c'est très important? D'abord, le premier utilisateur de ciment en Israël, c'est le ministère de la Défense. Pour tous les projets d'infrastructure, les barrières qu'il fait, il a besoin de ciment. L'industrie du bâtiment l'utilise aussi beaucoup, mais il ne rentre que de 2% dans un prix d'une maison qu'on fait, mais dans 11% au niveau de ce qu'on appelle le mandat de la bnia, c'est-à-dire l'indice de prix de la construction. Donc il a, oui, un effet sur les prix des appartements. Maintenant, quand il y a eu ces dernières années, il n'y avait pas des droits de douane, il y a eu une baisse de 30% du prix du ciment en Israël. Donc vous pouvez dire que c'est une chose, et que si on avait augmenté maintenant les douanes, ça aurait fait une augmentation de 10%. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que pour l'instant, le ministère des Finances veut donner le veto, et donc les prix des douanes ne seront pas relevés. On a parlé souvent de ça. C'est la même chose pour les œufs, pour l'agriculture, etc. C'est un débat de fond. C'est un débat de fond que les pays maintenant du monde entier, est-ce qu'on fait une division du travail ou est-ce qu'on fait une relocalisation, même si ça coûte cher? Parce que maintenant on a vu ça pour les médicaments. C'est quand même savoir si on dépendra du ciment pour l'extérieur, parce que ça ne marche pas comme ça. Si vous détruisez l'industrie du ciment ici pour gagner maintenant 10 ou 20%, il y a peut-être d'autres façons de faire. Il faut aider, peut-être plus ici les industries, parce que dans ce moment-là, le jour où vous aurez besoin et que la Turquie voudra vous en envoyer, ça sera un problème, même je dirais sécuritaire. Donc je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut voir le débat. Alors, une autre question, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, avec le début des grandes vacances, la fin en queue de poisson de l'année scolaire, une année scolaire, on va dire, dont les écoliers et lycéens se souviendront. Il était question dans un premier temps qu'il y ait une rallonge de 9 jours au mois de juillet pour les écoles et lycées israéliens. Finalement, les syndicats d'enseignants ont bloqué cette mesure, n'ont pas voulu accorder une rallonge. Par contre, la grande question que l'on se pose, c'est est-ce que maintenant, la rallonge, on va dire, des cours, parce qu'il va y avoir des cours, c'est une sorte, on va dire, de centre aéré, on va dire, pour appeler ça comme ça, de demi-centre aéré, demi-cours qui vont se poursuivre, eh bien, apparemment, ils vont être financés par les parents d'élèves, n'est-ce pas? Oui, et pas par l'éducation nationale. Oui. D'abord, il faut souligner, il y a eu une décision judiciaire. Vous avez parlé d'un conflit entre les syndicats d'enseignants et le ministère de l'Éducation et des Finances. Et ce qui s'est passé, c'est que le tribunal qui a jugé là-dessus, de travail, a décidé que c'est les syndicats qui ont raison et qu'on ne va pas toucher à leurs sacro-saints 2 mois de vacances pendant l'été. Maintenant, ce que le ministère de l'Éducation, ayant entendu cette décision, a immédiatement dit à la presse que
pour les parents, ça ne change rien. Comme vous dites, il y aura des étudiants, il y aura d'autres personnes, et ça sera gratuit pour eux. Alors, c'est ce que les parents ont dû être contents. On parle des 9 jours. Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Entre les lignes, il a été dit hier que les 9 jours premiers seront gratuits, mais c'est seulement si on s'inscrit jusqu'au 6 août. Vous savez, comme ces dernières années, vous en avez parlé un peu, on fait des sortes de centres aérés pour justement permettre... Jusqu'au 6 août. Jusqu'au 6 août, parce que c'est un peu plus que les autres années. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est donc l'ancien système de centres aérés où il fallait que les parents payent. Maintenant, ils ne sont gratuits que s'ils font toute la période. Or, si les gens, qu'est-ce que c'est toute la période? Ça peut aller jusqu'à 540 shekels par enfant pour les gens. Ouais. Pour des gens qui sont maintenant peut-être au chômage, qui sont dans des problèmes difficiles. Et donc, ils ont dit, ce n'est pas gratuit, puisque tu nous obliges à faire toute la période. Ils ont appelé ça Isra Bluff, et c'est encore un problème. Et il faut faire toujours attention, lorsqu'on dit des mesures, je dis aux gens, de regarder des petites lettres, de regarder qu'est-ce que économiquement ça représente pour les gens. En vérité, ce n'est pas gratuit, puisqu'on demande à le faire jusqu'à la période du 6 août. C'est aussi révoltant. On parlait de difficultés du gouvernement à venir en aide aux familles, aux personnes nécessiteuses. À ceux qui sont au chômage, à ceux qui sont au bord de la faillite, on parle des indépendants, des petites et moyennes entreprises, mais là aussi, même là, on voit une sorte de brutalité économique qui ne répond pas, on va dire, ne serait-ce que même à une forme de compassion que l'on retrouve dans la tradition juive. C'est quand même assez stupéfiant que dans un gouvernement israélien, dans un État d'Israël, qui aurait dû, après avoir réussi à gérer la crise sanitaire, eh bien, on ne montre pas un peu plus le terme de compassion me vient à l'esprit, mais de plus de compréhension envers les couches sociales qui sont durement touchées. Oui, d'abord, j'ai entendu il y a quelques jours, vous avez interviewé quelqu'un qui a dit « On m'a empêché de travailler, maintenant on me coupe les vivres », n'est-ce pas? Donc, vous faites ici écho des problèmes des gens, et votre cri du cœur, je le comprends très bien. Ça a introduit le dernier sujet que vous voulez parler, parce qu'on ne peut pas, ce que vous dites socialement et autres, il y a des répercussions économiques à ça. C'est beaucoup plus grave, je pense, de ce qui se passe. Il y a, si on regarde les marchés financiers au moment du corona et maintenant de ce qui se passe, surtout en Amérique, mais c'est vrai aussi en Europe, ils se sont rétablis. Ils sont très vite rétablis. Alors qu'on pensait que la chute allait être comme celle de 1929, les marchés financiers se sont rétablis, à part le marché israélien. Voilà. Le Nasdaq, par exemple, qui est le marché américain de technologie, il est plus haut de ce qu'il était avant la crise. Il est à des sommets historiques. Donc, les gens qui placent là-bas. Qu'est-ce que ça... Pourquoi je dis ça a une importance? D'abord parce que l'épargne ici, même l'épargne forcée pour les retraites et autres, s'il n'y a pas ici, au marché financier israélien, une stabilité et une vue économique des choses, ça va aller à l'étranger. Or, parce que, je vais vous dire encore une chose, vous savez, souvent j'accompagne des Olim pour aider pour la banque. La semaine dernière, j'étais un cas très douloureux. Qu'est-ce que je vois? Que la banque l'a appelée parce qu'elle voyait qu'elle avait de l'argent cette personne avait de l'argent dans son compte et elle voulait qu'il le place. Pendant un quart d'heure, elle a expliqué qu'ils sont d'accord de donner entre 0 et 0,15%. Il n'y a pas d'alternative à ça. D'abord, je redis d'ailleurs, ils voulaient qu'elle place son argent à 0%. Ils sont revenus avec le fait que j'ai fait baisser à cette personne-là, parce que la banque, quand je redis à mes auditeurs, c'est très important, fait très attention aux gens qui regardent au compte. Elle prenait par mois. C'était un douloureux point de vue santé aussi. Il savait qu'elle ne regardait pas son compte. 40 shekels par mois. Pour rien du tout. J'ai dit, mais pourquoi vous le prenez cette arme-là et cet HO et cet HO? Et ils ont reconnu. Ils ont reconnu, oui. Dernière chose très importante aussi, les analystes financiers de Banque Leumi ont donné il y a récemment une recommandation d'acheter une entreprise qui s'appelle Wirecard, qui a fait faillite, une fintech, qui a fait faillite en Allemagne, 2 milliards de dollars. Alors que tous les pays du monde entier, les analystes du monde entier disaient, mais il y a un problème dans cette société. Il y a un problème d'analyse financière en Israël et de placement. Pour revenir à la bourse, la seule chose qui marche en bourse en Israël, il faut le dire à nos auditeurs, c'est la technologie. Et le biomède, c'est-à-dire aussi Teva est revenu la première entreprise de boursière. Et la technologie, les valeurs technologiques en Israël ont augmenté. Donc il y a quelque chose. Maintenant, je parle de l'ensemble de la bourse et du marché israélien. Et ça, c'est exactement ce que vous avez dit.
ce qu'on a parlé, la Banque d'Israël n'a pas injecté de fonds, le ministère des Finances n'a pas essayé d'aider. Il l'a reconnu d'ailleurs, le PDG du ministère des Finances, lorsqu'il est parti, il dit on a fait une faute très très grave, on n'a pas assez aidé au moment où il fallait aider, et maintenant la consommation ne reprend pas vraiment, le chômage reste très important, il parle pas moi, c'est le ministère social qui a parlé du travail, qui a parlé de 500 000 chômeurs qui risqueraient le mois prochain de ne plus avoir quoi que ce soit comme ressource. Donc il y a un problème d'emploi qui reprend un petit peu, mais pas autant qu'on voudrait, et tout ça c'est lié au fait de tout ce que nous avons parlé, qu'il y a une instabilité. Et les gens, on a l'impression qu'il y a une dichotomie entre le pouvoir politique et ce que les gens vont dans la rue, encore une fois, et c'est un problème aussi économique et financier, comme nous venons de dire. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, on le voit, c'est pas tout à fait réjouissant, hein, mais on peut le voir sur le total de cette heure d'actualité qui a été avec une forte connotation économique. C'est pas tout à fait réjouissant ce qui nous attend et les perspectives, surtout pour les personnes qui sont au chômage aujourd'hui, qui n'ont pas d'emploi et qui risquent de ne pas avoir en tout cas d'horizon favorable ou encourageant au cours des prochains mois. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir fait le déplacement et de nous avoir éclairé sur ces dossiers. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, mercredi prochain. Passez une agréable journée.